Vous connaissez sans doute cette situation. Vous avez un truc important à faire, un dossier à préparer, un examen à réviser, un projet à faire avancer, et vous vous retrouvez, sans vous en rendre compte, à scroller sur votre téléphone. 5 minutes se passent, puis 20, puis 30, et quand vous vous déscotchez enfin, vous vous dites « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est pas du tout ça que je voulais faire ». Ce que je veux vous dire avec cet épisode, c'est que ce type de procrastination n'a rien à voir avec un manque de volonté. La vraie cause est ailleurs et je vais vous aider à l'identifier. Si vous me découvrez avec cet épisode, je suis Clotilde Dussoulier, je suis Master Coach certifiée, je suis autrice, j'ai écrit La méthode change ma vie qui vient de sortir en poche et je suis la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie. Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France, on a déjà accompagné plus de 4000 personnes. Et sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils précis et concrets de développement personnel et de coaching pour mieux vous comprendre et mieux conduire votre vie. Alors dans cet épisode, je vais répondre à la question d'une auditrice qui se prénomme Edou, qui m'a écrit « Je prépare un examen pour le mois de mars. Je veux vraiment le réussir, ça changerait beaucoup de choses dans ma vie professionnelle. Mais je passe beaucoup trop de temps à scroller sur Insta, j'ai l'impression qu'une addiction s'est installée. Je suis mère de 4 enfants, j'ai bientôt 44 ans et tout va bien dans ma vie actuelle. Je ne travaille pas actuellement mais je compte reprendre dans quelques mois. Ma question est, comment reprendre le contrôle sur Insta et la motivation sur mes cours pour être prête pour mars ? Donc la situation que nous présente Edou, c'est typiquement un phénomène de procrastination. Donc la procrastination, schématiquement vous connaissez, c'est consciemment je veux faire X, mais en pratique je fais Y. Et sur ces sujets de procrastination, ce qui me paraît toujours très important à préciser, c'est que le jugement moral qu'on a tendance à faire habituellement, de se juger soi-même pour son manque de volonté, son manque de discipline, voir ça comme une défaillance personnelle ou un problème de personnalité, ça n'est pas du tout ni juste ni utile. En réalité, dans tous nos comportements reposent sur une forme de sagesse. Tout ce qu'on fait, y compris les choses qu'on préférait ne pas faire, ont en réalité une raison sous-jacente qui est légitime. Et si on veut pouvoir dénouer ces mécanismes, il faut commencer par les observer sans jugement, avec curiosité et ouverture. Donc, si vous êtes concerné par le phénomène de la procrastination, c'est vraiment la première chose à faire, c'est de se dire, en réalité, la procrastination, donc comme je l'indiquais, ça n'est pas une défaillance personnelle, qu'est-ce que c'est ? La procrastination, en fait, c'est une réaction du système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome, c'est la partie de nous qui est chargée en permanence de nous garder en sécurité en identifiant des dangers et des menaces. Et quand il y a un danger ou une menace identifiée, le système nerveux autonome peut déclencher 4 types de réactions. Vous m'avez déjà entendu vous parler de ces 4 réactions, mais je vous les reprends si vous ne les avez pas bien en tête. La première réaction possible, c'est la réaction de combat, donc je me défends contre le danger, je contre-attaque. La deuxième réaction possible, c'est la fuite, je prends mes jambes à mon cou. La troisième réaction possible, c'est le figement, donc je suis paralysée et je ne peux plus rien faire. Et la quatrième réaction possible, c'est l'apaisement, la tentative d'apaisement et la suradaptation. Dans le cas de la procrastination, ce que ça signifie, c'est que par rapport à cette tâche, ou en l'occurrence pour Edou, cet examen qu'elle doit préparer, le système nerveux autonome a identifié, a associé ça à une forme de danger et de menace. Donc le système nerveux autonome s'active. Et dans le cas de la procrastination, les 2 réactions qui sont en cause, ça peut être soit le figement, et donc ça c'est ce qu'on peut qualifier de procrastination passive, c'est-à-dire en fait, je ne fais pas ce que je voulais faire, mais je ne fais rien. En fait, je suis comme paralysée. Et parfois, ça vient avec une impression générale d'être vidé de son énergie. Et donc, par exemple, on peut avoir envie de faire une sieste tout d'un coup. Et donc ça peut être une réaction de figement. Et dans le cas des 12, ce qui est finalement plus fréquent dans le cas de la procrastination, c'est la réaction de fuite. Et donc la réaction de fuite, c'est je ne vais pas faire cette que mon système nerveux autonome a identifié, que cette partie-là de mon fonctionnement a identifié comme étant une source de menaces potentielles, je vais fuir ça en faisant autre chose. Donc ça peut être des réactions d'éparpillement, de faire tout un tas de trucs, etc. Mais ça peut être aussi, et c'est très fréquent, le fait de fuir sur les réseaux sociaux. Donc dans le cas d'Edou, sur Instagram. Et donc, il faut comprendre que prendre son téléphone pour scroller sur les réseaux sociaux quand on a quelque chose d'important à faire, c'est la stratégie qu'a trouvée notre système nerveux autonome pour apaiser le stress et la peur
et trouver, sur Instagram en l'occurrence, une forme de réconfort, une forme d'apaisement. Et effectivement, pour ça, Instagram peut assez bien marcher à court terme, puisque ça suscite une forme de légère dissociation. C'est-à-dire que quand je suis sur Instagram, eh bien en fait, je ne pense plus du tout au reste de ma vie, à mes soucis et certainement pas à mon examen. Et en plus, je me trouve dans un environnement qui est conçu pour susciter en moi de la dopamine. Et donc, le temps que je suis sur Instagram, où j'ai tous ces trucs à regarder, ces contenus, voilà, ces trucs les couleurs, les émotions, etc. Eh bien, le temps de ce scrolling sur Instagram, je ne ressens plus la peur que j'avais face à cette action que je voulais entreprendre. Donc, en fait, c'est vraiment important de comprendre ce mécanisme-là et de comprendre la sagesse sous-jacente. C'est-à-dire, en fait, ça n'est pas à proprement parler une addiction à Instagram, c'est le besoin puissant qui est un besoin universel et hautement humain, le besoin puissant de se rassurer et de trouver une forme de réconfort et de sentiment de sécurité face à un stress ou une peur. Donc, une fois qu'on a dit ça, l'enjeu, c'est d'identifier, ok, mais de quelle peur est-ce qu'on parle ? Puisque on voit Edou dans sa question, elle disait je veux réussir cet examen, j'ai très envie, ça va changer beaucoup de choses dans ma vie professionnelle. Donc on sent que Edou consciemment a envie d'aller au-devant de cet examen et de ces changements professionnels, mais c'est intéressant de regarder ça avec un petit peu plus de nuance, parce qu'en réalité, même les choses au-devant desquelles on va, donc des objectifs, des changements auxquels on aspire consciemment, en réalité, il y a toujours une forme d'ambivalence. Il y a toujours une forme d'ambivalence à quitter le statu quo, qu'on associe à une forme de sécurité ou tout au moins de confort. Et quand on va au-devant, par exemple, d'un examen avec à la clé des changements professionnels, l'humain n'aime pas bien le changement parce que qui dit changement dit incertitude, est-ce que ça va me plaire, est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Donc il faut vraiment toujours avoir cette idée que notre cerveau perçoit dans le changement et dans nos objectifs, perçoit surtout, dans un premier temps, perçoit surtout ce qu'on pourrait perdre et ce qui pourrait mal se passer. Et ce qui est particulièrement intéressant à souligner dans le cas d'un examen, c'est qu'on a la double peur. En fait, on a d'une part la peur potentielle d'échouer, et ce que ça voudrait dire sur moi, ce que j'en tirerais comme conclusion sur moi, une éventuelle déception, l'impression d'avoir fait tout ça pour rien, peut-être le regard des autres, de mon entourage qui croyait en moi ou au contraire qui croyait pas en moi. Donc voilà, il y a la peur d'échouer et puis il y a la peur de réussir. C'est-à-dire, si je réussis, ça va nécessiter effectivement un nouveau chapitre dans ma vie professionnelle, une nouvelle organisation, retrouver un équilibre familial, puisque Edou dit qu'elle a 4 enfants, donc j'imagine que c'est un sujet. Et potentiellement, avec qui dit changement professionnel, dit changement d'identité, donc transformation. Et c'est vraiment important d'avoir ça en tête pour ne pas finalement avoir une vision simpliste des choses en se disant mais puisque cet examen je veux le réussir parce que ça m'ouvrirait à des opportunités professionnelles, je devrais être juste motivée, contente, y aller, le faire, pouf. En réalité, l'être humain est bien plus complexe que ça, et donc on ne va pas se juger pour cette ambivalence, on va simplement ouvrir cette boîte, comprendre de quoi est faite cette ambivalence, puisque quand on a identifié les peurs, on a à ce moment-là l'opportunité de les dissoudre et de les traverser. Alors, bien sûr, là, j'ai fait plein de suppositions sur les peurs qu'on peut avoir dans le cadre d'un examen à passer avec la peur d'échouer, la peur de réussir et la perspective d'un changement professionnel. Bien sûr, si on accompagnait Edou en coaching, on se proposerait d'identifier avec elle quelles sont concrètement ses peurs à elle. Il y en a peut-être que j'ai pas mentionné, il y en a peut-être que j'ai mentionné qui feront pas écho chez elle, mais voilà, il y a tout cette exploration de ok, quand je me propose de préparer cet examen, quand je me projette dans l'échec ou la réussite et l'après, qu'est-ce que ça suscite en moi comme inquiétude, comme incertitude et comme stress. Puisque c'est ça qui me conduit à fuir cet inconfort dans Instagram. Donc, une fois qu'on a dit ça, la question c'est quelle est la solution ? Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Donc là aussi, les solutions peuvent être individuelles, mais si on accompagnait Edou en coaching, notre approche, elle serait double. La première approche, ce serait d'approcher ça sous l'angle somatique. Donc la dimension somatique, c'est tout ce qui se passe dans le corps et en particulier ce qui se passe avec ce fonctionnement du système nerveux autonome et son activation, puisque ça précède
la pensée consciente. En fait, l'activation du système nerveux autonome, ces réactions, en l'occurrence plutôt de fuite, se passent avant que Edu puisse consciemment se dire « mais pourquoi est-ce que je fais ça et qu'est-ce que je fais encore sur Instagram alors qu'il est 16h et que je devais passer l'après-midi à réviser mon examen ?» Donc, c'est pour ça que nous, on propose toujours de démarrer par cette dimension somatique. Et concrètement, à quoi est-ce que ça ressemble ? Ça consiste à mettre en place des pratiques de connexion au corps qui permettent d'observer, donc de rester connecté à ce qui se passe dans mon corps au moment où, alors même que je veux réviser mon examen, je me retrouve à prendre mon téléphone et à aller sur Instagram. Donc, petit à petit, on met en place des pratiques qui permettent de rester connecté à ce qui se passe pour moi. Et parfois, je vais m'en apercevoir trop tard alors que je serai déjà sur Instagram. Mais l'enjeu, c'est de pouvoir observer ce qui se passe et de pouvoir progressivement interrompre cette réaction de fuite face à mes révisions d'examen. Et une fois qu'on arrive à interrompre, on a la possibilité à ce moment-là de se connecter à cette partie de soi-même qui est activée et d'interroger sa sagesse. Et là, de développer une compréhension encore plus fine de qu'est-ce qui se passe pour moi ? Qu'est-ce qui se passe pour Edu au moment où elle prend, je ne sais pas, sa pile de poly ou de bouquins ou qu'elle se connecte sur l'interface de sa formation à distance ? Qu'est-ce qui est activé ? À quel endroit du corps d'Edu est-ce que ça s'active ? Et quelles sont les émotions que ça suscite ? Quelles sont les images qui sont associées à cette activation et quels sont les messages sous-jacents que Edu va pouvoir recueillir pour mieux se comprendre, mieux comprendre ce qui se joue dans ses révisions et dans cette perspective de changement professionnel pour pouvoir enrichir sa compréhension d'elle-même et donc mieux s'accompagner dans le fait de retrouver sa motivation et son engagement en direction de cette préparation d'examen. Donc ça, c'est la partie somatique. Donc on commence par interrompre le mécanisme et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'une fois qu'on a su interrompre, il faut mettre en place d'autres pratiques qui vont permettre à Edu de s'apaiser, donc de réguler son système nerveux autonome, autrement qu'en cherchant du réconfort sur les réseaux sociaux. Puisque, en fait, on voit que ça fonctionne de chercher du réconfort sur les réseaux sociaux, sinon son corps ne continuerait pas à l'inciter à faire ça. Mais l'enjeu, ça va être de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? De quoi est-ce que j'ai besoin ? Et comment est-ce que je peux m'apporter ce dont j'ai besoin autrement qu'en glissant dans le trou d'Instagram, puisqu'on sait que Instagram est, comme tous les réseaux sociaux, est une plateforme qui est faite pour vous garder captif. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est de se dire, c'est probablement pas un bon endroit où aller pour trouver du réconfort et de l'apaisement, parce qu'en fait, il peut se passer facilement 1h30, voire plus, et ça me fait perdre du temps que je voudrais utiliser autrement. Donc, comment est-ce que Edu peut rassurer son système nerveux autonome, faire cette régulation autrement qu'en se connectant sur un réseau social de son choix. Donc là aussi, des pratiques somatiques, il y en a différentes sortes. Selon qui on est, selon notre appétence personnelle, ça marche. Il y en a qui marchent plus ou moins bien, il y en a avec lesquels on accroche plus ou moins. Et donc, voilà, il y a une petite expérimentation à faire de ce point de vue-là. Et donc, ça, c'est pour la dimension somatique. L'autre dimension qui est à cultiver en complément, c'est le fait de pouvoir travailler sur la vision de ce qu'on cherche à créer avec cet examen et ce changement professionnel. Parce qu'en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que, donc comme je l'ai évoqué, face à un changement, un objectif important ou un changement significatif dans notre vie, on peut avoir une sorte de volonté consciente de se dire « bah oui, ce serait très bien », etc. Et donc c'est quelque chose qu'on dit peut-être à nos amis qui nous demandent comment ça va, ce qu'on veut faire, etc. Mais ce dont on a réellement besoin, c'est d'avoir une vision qui soit plus riche, plus précise et plus émotionnellement connectée que ça. Que simplement, bah oui, ce serait bien, ça m'apporterait beaucoup de choses dans ma vie professionnelle. D'accord, mais quoi exactement ? À quoi est-ce que ça va te permettre d'accéder ? Comment est-ce que tu te sentiras ? Quelle personne est-ce que tu vas devenir ? Donc, vraiment, peindre ce tableau de la façon la plus riche et la plus vivante possible. Et cet exercice-là, il a une double utilité. La première, c'est que en se proposant de développer sa vision, on va se heurter en chemin, mais c'est exprès, on va se heurter à différents freins, à différentes croyances limitantes, à différentes peurs, à différentes inquiétudes et incertitudes qu'on a, qu'on n'identifie pas avec précision quand on est juste sur une forme de oui, ce serait super, j'ai envie de faire ça. Et donc, c'est vraiment très utile quand on est en train de développer sa vision
et qu'on se dit « Ah oui, mais en fait, ça, j'y crois pas tout à fait. Ça, j'ai un peu peur que ça. J'ai peur que le regard des gens sur moi change de telle façon. J'ai peur de pas y arriver pour ces raisons-là. J'ai peur que ça remette en cause certaines choses dans mes relations, dans mon organisation, etc. » Et en fait, ça, c'est très favorable parce que c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir identifier « Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi est-ce que mon cerveau freine des quatre fers quand je me prépare à ces examens. C'est parce qu'en fait, il anticipe toutes ces incertitudes, toutes ces peurs, ces croyances limitantes, c'est je ne vais peut-être pas y arriver, je ne vais peut-être pas être à la hauteur. Donc là aussi, je fais des suppositions sur ce qui pourrait se présenter. Bien sûr, dans le cerveau des doux comme dans le vôtre, ça peut prendre différentes formes, mais voilà, souvent c'est à ça que ça ressemble. Donc on va développer cette vision à la fois pour identifier qu'est-ce qui est de nature à entraver notre chemin en direction de cette vision, parce que ce sont ces peurs-là, ces freins, ces croyances limitantes qu'on va pouvoir questionner et puis progressivement dissoudre ou alors préparer des stratégies d'évitement ou de contournement de ces difficultés. Donc, c'est-à-dire d'évitement au sens, on va essayer d'éviter que ça se produise, ou de contournement, c'est-à-dire si ça se produit, qu'est-ce que je ferais dans ces cas-là. Donc, la première partie, le premier bénéfice de développer sa vision, c'est ça, c'est d'identifier tout ce qui fait obstacle à la matérialisation de la vision. Et l'autre partie, c'est que quand on a cette vision riche et vivante de ce qu'on cherche à créer en préparant cet examen, en réussissant cet examen et en démarrant ce nouveau chapitre professionnel, quand on a cette vision-là qui est vraiment, qu'on peut presque toucher du doigt tellement elle est tangible, eh bien ça, c'est de nature à nourrir notre motivation, notre courage, notre persévérance et notre engagement au quotidien, puisque lorsque je me propose effectivement de sortir mes cahiers et mes livres pour préparer mon examen et que soit j'ai la flemme, soit j'ai un peu peur, soit voilà, j'ai ces différents obstacles qui surviennent, j'ai mon étoile du Nord. Et donc à ce moment-là, j'ai su interrompre mon mécanisme de fuite, j'ai su m'apaiser et je peux à ce moment-là remobiliser ma vision en me disant « Edou, ma chérie », si Edou se parle comme ça, donc avec le petit nom qu'elle veut se donner, « Edou, ma chérie, ce qu'on se propose de faire, c'est ça, la raison pour laquelle on a envie de faire ça, c'est ça, ce qui nous attend de l'autre côté, c'est ça, et voilà pourquoi c'est important pour nous. » Et là, on a la possibilité de sentir dans notre corps cette énergie qui nous porte vers l'action et qui permet dans le même temps d'apaiser cette partie de nous qui peut être inquiète ou stressée à l'idée du changement, parce qu'on envoie sans équivoque un message de « je sais où je vais, je sais pourquoi j'y vais, j'ai les ressources pour y aller, et donc, t'inquiète pas, on y va ». J'espère vous avoir apporté à travers la situation d'Edou, alors déjà pour Edou, j'espère t'avoir aidé dans cette situation. Bien sûr, on te souhaite toutes les réussites possibles pour cet examen et pour la suite de ton parcours professionnel. Et pour les autres Edou qui nous écoutent, j'espère vous avoir illustré de quelle façon est-ce qu'on peut, face à une situation de procrastination, décortiquer le mécanisme sous-jacent et s'apporter ce dont on a besoin. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à jeudi prochain.